18h au Caire, 17h GMT. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal complet que j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir en compagnie de mon collègue Hani Farad. Bonsoir Hani. Bonsoir Donna, bonsoir tout le monde. Bienvenue chers téléspectateurs dans ce journal complet en langue française. Et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite M. Antonio Costa pour son nomination nouveau président du Conseil européen. Badr Abdelhati tient une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop. Et Israël mène plusieurs agressions et frappes aériennes contre le Hezbollah au Liban, fragilisant le cessez-le-feu. Eh bien, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité M. Antonio Costa, nommé nouveau président du Conseil européen. Le président el-Sisi a adressé ses sincères félicitations à M. Costa sur X, exprimant justement son espoir de renforcer les relations étroites entre l'Égypte et l'Union européenne, d'optimiser l'action commune, de coordonner les positions sur les questions de sécurité et de stabilité régionale et de faire face aux conflits secouant le monde. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés égyptiens, Badr Abdelhati, a tenu une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop, actuellement en visite au Caire. M. Abdelhati a déclaré qu'il s'était accordé avec M. Diop sur les mesures à prendre pour optimiser la coopération économique entre les deux pays à travers les échanges de délégations dans les secteurs publics et privés, précisant que des préparatifs sont en cours pour envoyer une mission au Mali. Le chef de la diplomatie a d'autre part souligné le plein soutien de l'Égypte au Mali, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Lors de la conférence de presse, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a déclaré avoir examiné avec M. Badr Abdelhati les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays dans les dossiers d'intérêt commun. M. Diop a également indiqué qu'il s'était accordé avec M. Abdelhati sur le soutien des efforts visant à récupérer la stabilité et la paix dans la région. M. Diop a ajouté qu'il a aussi examiné le dossier de la sécurité hydrique de l'Égypte avec M. Badr Abdelhati. Les nouveaux chefs des autorités de l'information des médias ont prêté aujourd'hui serment lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants. Il s'agit de l'ingénieur Khaled Mahmoud Abdelaziz, chef du Conseil suprême de la régulation de l'information, l'ingénieur Abdel Sadiq Mohamed Ash-Shourbaghi, chef de l'autorité nationale des médias, et l'écrivain Ahmad Mohamed Mahmoud El-Messelmani, chef de l'autorité nationale de l'information. Cette prestation de serment légal à la Chambre des représentants a eu lieu conformément aux textes légaux et constitutionnels organisant les affaires du Conseil suprême de la régulation de l'information, de l'autorité nationale des médias et de l'autorité nationale de l'information. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hani El-Gebeli, a félicité le nouveau chef des autorités de l'information et des médias. Dans son allocution prononcée à la suite de la prestation du serment, le conseiller Gebeli a affirmé que le choix des chefs et des membres des autorités de l'information et des médias n'est pas une mission, mais plutôt un honneur, une responsabilité majeure qui nécessite un travail sérieux et sincère en faveur de la patrie pour réaliser les aspirations du peuple égyptien et construire une société consciente et avancée. Lors d'une autre séance à la Chambre des représentants, le ministre de l'Aviation civile, Sameh Hanafi, a affirmé que le secteur de l'aviation civile constituait l'un des piliers du développement économique et social de l'État. Hanafi a déclaré que le ministère œuvrait à augmenter la capacité aéroportuaire de tous les aéroports égyptiens, les programmes d'incentive de l'aviation ainsi que les mécanismes d'amélioration des compétences des compagnies aériennes. Le ministre de l'Aviation a d'autre part indiqué que le ministère entendait installer un nouveau aérogare des passagers à l'aéroport international du Caire et un autre à l'aéroport international du Hurghada. Selon le ministre, ces aérogares ont pour but de rénover le système de l'aviation civile conformément aux normes mondiaux les plus hauts de sûreté.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative pour examiner une proposition présentée par l'une des coalitions égypto-françaises pour établir une coopération avec le gouvernement égyptien dans le domaine de l'exploitation et la gestion des aéroports. Cette proposition vient dans le cadre du programme des offres gouvernementales mise en place par coopération avec l'Institut de la finance internationale. Au cours de la réunion, M. Madbouli s'est dit satisfait de recevoir le responsable du groupe ADP des aéroports de Paris. M. Madbouli a précisé que ce groupe est l'une des plus grandes entreprises opérant dans le domaine de l'exploitation et de la gestion des aéroports dans plusieurs pays dans le monde. Mostafa Madbouli a d'autre part dit est aspiré à ce que le groupe des aéroports de Paris soit l'une des entreprises qui seront prochainement en compétition face aux opportunités du programme des offres gouvernementales concernant les divers aéroports égyptiens. Le Premier ministre égyptien a tenu également une seconde réunion centrée sur le dossier des besoins financiers nécessaires pour assurer les médicaments. Au cours de cette réunion, Dr Madbouli a enjoint de verser le plus vite possible les 10 milliards de livres égyptiens consacrés au paiement des montants échus des sociétés pharmaceutiques et des équipements médicaux. Dr Madbouli a d'autre part enjoint d'élaborer un plan pour assurer des réserves stratégiques des médicaments et des équipements médicaux dans les hôpitaux. Il a aussi souligné l'importance de soutenir les produits locaux des médicaments. La réunion s'est déroulée en présence de Dr Khaled Abdelghafar, vice-premier ministre pour le développement humain, ministre de la Santé, et également en présence d'Ahmed Kojok, ministre des Finances, et d'un nombre de responsables concernés. Eh bien, passons aux territoires occupés où 7 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués et d'autres blessés dans des bombardements aériens d'un camp de réfugiés à Khan Younis dans la bande de Gaza et une autre frappe israélienne contre le camp de Saboura au centre de la ville de Rafah. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé un nouveau bilan de 44 429 morts dans le territoire palestinien depuis le début de l'agression israélienne il y a plus d'un an. Selon le communiqué, au moins 47 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures et 105 250 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Quant à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, elle a annoncé suspendre la livraison d'aide dans la bande de Gaza depuis un point de passage clé avec Israël, l'acheminement étant devenu impossible. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a indiqué que la plupart des camions contenant de l'aide humanitaire entrent par le point de passage de Khan Abou Salim à la frontière entre Israël et le sud de la bande de Gaza. La route qui sort de ce point de passage n'est pas sûre depuis des mois. Philippe Lazzarini a de même ajouté que la pénurie de carburant pour les camions, le mauvais état des routes et les combats dans les zones très denses ont compliqué les opérations de secours. Le chef de l'UNRWA estime que la responsabilité de la protection des travailleurs humanitaires et du matériel incombe à Israël en tant que puissance occupante. Il doit veiller à ce que l'aide parvienne à Gaza en toute sécurité et s'abstenir d'attaquer les travailleurs humanitaires. Au Liban, l'armée de l'occupation israélienne a annoncé hier avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des positions du Hezbollah, fragilisant le cessez-le-feu avec le mouvement islamiste. L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué avoir mené 4 frappes, dont une visant une installation du Hezbollah dans la région de Saïda, la grande ville du sud du Liban. Elle a aussi dit avoir ciblé un véhicule militaire opérant près d'un site de fabrication de roquettes du Hezbollah. L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une frappe de drone sur une voiture dans le district de Tyr, dans le sud du pays, ainsi que d'un tir d'obus sur Khiam, un village frontalier, et de tirs d'artillerie intermittent à la périphérie du village de Sharqa.
Les Houthis du Yémen ont revendiqué un tir de missile balistique sur le centre d'Israël où l'armée de l'occupation israélienne a affirmé avoir intercepté un projectile. Les Houthis ont déclaré dans un communiqué que l'opération visait une cible vitale dans la région de Yafa, en Palestine occupée, et a été menée avec un missile balistique hypersonique. L'armée de l'occupation israélienne avait indiqué plus tôt qu'un projectile lancé depuis le Yémen avait été intercepté par les forces aériennes israéliennes avant son entrée sur le territoire israélien. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, tous deux récemment nommés, sont arrivés à Kiev aujourd'hui pour une visite symbolique de soutien à l'Ukraine au premier jour de leur mandat. Ce voyage intervient alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux après des frappes par l'Ukraine de missiles américains et britanniques sur le sol russe et le tir par la Russie d'un missile hypersonique expérimental et des menaces nucléaires. La nouvelle équipe dirigeante de l'Union européenne tient à afficher un soutien ferme à l'Ukraine au moment où ses forces reculent sur le front et alors que l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche fait craindre un arrêt de l'aide américaine à Kiev. Au cri de « ils ne sont pas morts, ils ont été assassinés », quelques 100 000 personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Valence pour dénoncer la gestion par les autorités des inondations meurtrières de fin octobre. Eh bien, cette manifestation organisée à l'appel d'organisations locales et syndicales dans la région de loin la plus touchée par les inondations destructrices du 29 octobre qui ont fait au total 230 morts. Une nouvelle manifestation de plusieurs milliers de personnes pour protester contre la gestion par les autorités des inondations fin octobre en Espagne qui ont fait 230 morts se déroule le samedi soir à Valence. Le 9 novembre, quelques 130 000 personnes avaient déjà manifesté à Valence, troisième ville d'Espagne, pour exiger la démission du président conservateur de la région de Valence, Carlos Mazón, et dénoncer la gestion de l'urgence par le gouvernement central du socialiste Pedro Sánchez. Les pluies torrentielles ont fait 222 morts dans la seule région de Valence et 4 disparus, en plus de dégâts matériels estimés à plusieurs millions d'euros. En Espagne, pays très décentralisé. La gestion des catastrophes est une compétence des régions, mais le pouvoir central peut fournir des moyens et même assumer l'urgence dans les cas extrêmes. Les sinistrés reprochent à l'exécutif régional de ne pas avoir prévenu les habitants suffisamment à l'avance du danger des pluies torrentielles qui avaient commencé dans le matin du mardi fatidique et d'avoir tardé à déployer des secours dans plus de 70 communes. Les manifestants ont de nouveau fait sonner leur téléphone portable, criant « Assassin, assassin ». C'est l'heure à laquelle les autorités valenciennes ont envoyé l'alerte à la population pour prévenir du danger plus de 12 heures après l'alerte rouge émise par l'Agence météorologique nationale, alors que les crues inondaient déjà de nombreuses zones. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour nous suivis à travers la deuxième chaîne nationale. Mais suivez-nous pour plus d'informations en langue française sur Nat International. Au revoir.